Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour, ça fait maintenant presque 3 mois que j'enseigne l'anglais à des élèves de Junior High School, collège en France, de la 1re à la 3e année, dans un milieu rural au Japon. Et je commence à bien voir les limites de l'enseignement des langues à l'école. Ce que je vois rejoint les témoignages d'adultes canadiens et canadiennes qui me disent « J'ai eu des cours de français à l'école pendant 6 ans, 8 ans, 10 ans, et pourtant je suis incapable de parler français. J'ai oublié presque tout ce que j'ai appris. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps dans ces classes. » Et c'est une question valide. Et je me la pose moi-même en tant qu'enseignante. Est-ce que je ne perds pas mon temps, moi aussi, dans ces classes, comme les élèves? C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire le sujet du podcast de cette semaine. L'enseignement des langues à l'école est-il une perte de temps ou non? Pour répondre d'une façon courte et simpliste, je dirais que globalement, oui, ça me paraît être une perte de temps pour presque tout le monde, élèves comme enseignants. Mais bon, le monde est rarement tout noir ou tout blanc, donc il faut nuancer un peu cette réponse, ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer par les arguments en faveur de l'enseignement des langues à l'école, parce que ce sera plus rapide que la partie consacrée à tout ce qui ne va pas. En effet, il y a quand même des côtés positifs et je peux les observer ensuite quand je travaille avec des adultes. Premièrement, même si on a l'impression d'avoir oublié, il reste souvent des traces dans notre cerveau, même des années après. Je vois la différence entre un ou une apprenante de niveau faux débutant qui a suivi des cours de français dans le passé et quelqu'un débutant pour qui c'est la première fois. Ou quelqu'un qui a fait Duolingo, mais pour la première fois. En effet, dans le premier cas, l'apprenant ou l'apprenante connaît en général quelques bases comme l'alphabet et la phonétique basique, ainsi que quelques concepts clés comme les pronoms, je, tu, il, elle, etc. Le fait qu'il y a des mots masculins et féminins et des verbes comme être et avoir, au moins au présent. Si l'apprenant ou l'apprenante a été exposé à un jeune âge et a continué pendant plusieurs années, il ou elle a probablement pratiqué la prononciation des sons difficiles et il suffit de réactiver ces circuits à l'âge adulte. C'est enterré sous des couches de poussière, mais il reste quelque chose. Les enfants auxquels j'enseigne ont peut-être de la difficulté à parler et comprendre les concepts, mais apprendre l'alphabet romain, l'alphabet latin, qu'on appelle Romaji ici, à apprendre cet alphabet, nouvel alphabet, la lecture et l'écriture de mots en anglais et les bases de la prononciation est un apprentissage fondamental à notre époque. Si l'école ne se charge pas d'essayer de donner ces fondations à tous les enfants, ça contribuera à fermer des portes et des opportunités à certains ou certaines dont les familles ne peuvent pas leur transmettre ces savoirs. Deuxièmement, ça a le mérite d'exposer les enfants à des cultures différentes et des manières de faire différentes. Malheureusement, les pages culture des manuels sont souvent assez arides, c'est-à-dire pas très fun, et elles ont du mal à éveiller la curiosité des enfants. Mais les profs peuvent éventuellement prévoir des activités complémentaires. D'ailleurs, c'est une des facettes de mon travail ici en tant qu'ALT, Assistant Language Teacher, c'est de leur parler des traditions dans mon ou mes pays et montrer le contraste avec le Japon.
Ça n'intéresse pas tous les élèves, mais ça peut donner le goût à certains ou certaines d'élargir leur perspective et de découvrir d'autres cultures et d'autres langues quand ils seront plus âgés. L'anglais est difficile pour eux, tout comme le japonais est difficile pour nous, mais ça les expose à une manière de penser et de construire le langage différente de ce qu'ils voient tous les jours. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour des arguments en faveur de l'enseignement des langues à l'école. Passons à tout ce qui ne va pas et qui explique pourquoi tu as probablement développé une insécurité linguistique quand tu parles une langue étrangère, ou même pourquoi tu penses que tu n'es pas capable d'apprendre ou de parler cette langue. Premièrement, on sait que la motivation est essentielle pour apprendre une langue. Or, on nous force à apprendre certaines langues. C'est une activité imposée. Donc, surtout quand on est adolescent, on a envie de se rebeller contre cette obligation qu'on ne comprend pas forcément. On a bien ce sentiment que c'est un investissement ou une récompense à long terme, mais les adolescents sont principalement motivés par les récompenses à court terme. Sauf si tu es comme moi et que tu as envie, que tu aimes apprendre plein de choses sur les autres gens qui vivent sur la planète Terre, là, c'est pas trop difficile de trouver la motivation et certains de mes élèves sont comme ça. Il y a une chose qui me gêne ici et même si je comprends pourquoi c'est comme ça m'embête un peu. Les enfants sont obligés d'apprendre l'anglais. On leur propose pas le choix avec, par exemple, le chinois ou le coréen qui sont les langues de leurs voisins, mais dès tout petit et junior high school, école secondaire, c'est l'anglais qui a la priorité. Alors que la réciproque n'est pas vraie. Les États-Uniens, les personnes des États-Unis, les Britanniques, en particulier les Anglais, parce que c'est un peu différent de nos jours chez les Écossais, Irlandais et Gallois, qui sont en train de revaloriser leur langue régionale. On peut citer aussi les Australiens, les Néo-Zélandais et, dans une certaine mesure, les Canadiens anglophones, qui ne sont pas obligés de faire l'effort de réellement apprendre une autre langue. J'ai déjà parlé de ce décalage et de cette injustice dans un ancien podcast pour essayer de motiver les anglophones à apprendre une langue étrangère. Donc je mettrai dans les notes le lien vers cet épisode plus ancien. À la limite, si les anglophones natifs pouvaient apprendre comment communiquer avec des non-natifs, ça nous aiderait et diminuerait peut-être un peu chez les apprenants le sentiment d'être inadéquate et de ne rien comprendre. Alors bien sûr, l'anglais est devenu la langue de communication internationale. Donc le maîtriser est indispensable pour travailler. Même sur Awaji Island, où il y a des étrangers comme moi qui vivent et ont besoin de services très locaux comme le coiffeur, le dentiste, une location de voiture, etc., ça aide si la personne a des bases en anglais et que entre mon demi ou mon petit japonais et son petit anglais, c'est déjà plus facile de communiquer que si personne ne parle la langue de l'autre. Et puis ça aide aussi les gens à voyager partout dans le monde. Mais on peut regretter cette hégémonie de l'anglais qui détourne des ressources d'autres langues et fait perdre du temps à des gens qui voudraient peut-être se spécialiser dans d'autres langues. En France, à mon époque en tout cas, on pouvait choisir 2 langues entre l'anglais, l'espagnol et l'allemand, et il y avait d'autres langues dans certains collèges et lycées. Aujourd'hui, je crois que l'anglais est plus ou moins obligatoire, comme au Japon, et que l'autre langue peut être une langue régionale, par exemple le breton, le corse, l'alsacien, etc. Mais c'est l'anglais qui a quand même le plus d'importance pour les raisons que je viens de citer, donc c'est un peu un faux choix, on est quand même plus ou moins obligé de choisir l'anglais. Dans un monde idéal où les ressources des écoles en profs, en temps, en formation et professionnelle et en technologie seraient suffisantes, permettre aux élèves de choisir leur langue et orienter l'apprentissage sur la découverte culturelle, sur les techniques d'apprentissage et sur l'autonomie de l'apprenant aurait probablement un plus grand impact sur le développement personnel des enfants et sur l'utilité à long terme de cet apprentissage linguistique. Donc leur laisser le choix de la langue et les encadrer sur les méthodes d'apprentissage et comment leur permettre d'apprendre cette nouvelle langue.
En effet, l'apprentissage des langues est un vecteur idéal pour apprendre à se connaître et pour faire évoluer sa personnalité. Ça, c'est une partie essentielle de mon coaching linguistique d'ailleurs, mais ça serait bénéfique et intéressant aussi pour les étudiants, les adolescents en pleine phase de changement physique, émotionnel et mentaux. Au lieu de ça, c'est le deuxième et le troisième point négatif de l'apprentissage scolaire. D'une part, c'est trop orienté sur la réussite à des tests standardisés et souvent inadaptés à la vie réelle. Et d'autre part, on a cette idée qu'on doit apprendre une langue étrangère comme on apprend notre langue maternelle. C'est-à-dire qu'il y a une bonne façon de la parler, entre guillemets. Il y a cette idée qu'on doit apprendre la langue formelle et grammaticalement correcte et non se concentrer sur la langue telle qu'elle est parlée tous les jours, sur la langue de communication très concrète, très quotidienne. On a cette fausse idée que les cours enseignés à l'école primaire et ensuite nous aident à apprendre notre langue maternelle. Là, je parle par exemple du français pour les enfants français. On a des cours de français dès l'école primaire. Donc bien sûr, c'est à l'école qu'on apprend à écrire, qu'on enrichit notre vocabulaire et qu'on perfectionne notre syntaxe et nos raisonnements logiques. Mais bien avant ça, on a déjà appris à la parler. On connaît des milliers de mots et on entend et on lit la grammaire en contexte tous les jours quand les adultes nous parlent, dans les livres et même dans les publicités. On apprend à utiliser le subjonctif en écoutant nos parents nous dire ce qu'ils veulent qu'on fasse ou ne fasse pas, ce qu'on doit faire avant que ou jusqu'à ce que ceci ou cela n'arrive. Or, nous n'avons pas cette exposition dans la langue étrangère. Donc, enseigner la construction grammaticale de la langue, mais sans fournir en parallèle l'exposition qu'on peut recevoir quand il s'agit de notre langue maternelle, est extrêmement difficile. Et encore plus quand les langues sont très éloignées comme le japonais et l'anglais ou le français. Ajoute à ça que les programmes scolaires empilent les concepts grammaticaux les uns sur les autres à vitesse grand V, ne laissant pas le temps de bien comprendre, de pratiquer encore et encore et de répéter en de multiples révisions, et tu comprends pourquoi tu n'es pas capable de parler français ou anglais au niveau qu'on te demande à la fin des cours. L'important dans ces cours à l'école semble être la capacité de recracher certains savoirs pendant les tests avec des phrases complètement artificielles, très peu de pratique orale et dans certains pays, en majorité des QCM, questions à choix multiples, qui n'entraînent pas les élèves à construire des phrases par eux-mêmes. Ici d'ailleurs au Japon, les tests reposent beaucoup sur les QCM et sur la traduction. J'ai vu des trucs insensés. Des élèves dont la réponse était comptée fausse parce que le mot qu'ils ont écrit était un peu différent du mot attendu. Dans ces cas-là, si la prof me demande mon avis, je lui dis de mettre 1 point, ou au moins 1,5, parce que l'esprit de la phrase est respecté et la grammaire est correcte. C'est juste pas la traduction attendue, mais bon, ils sont là pour apprendre l'anglais, pas pour passer un certificat de traduction à l'âge de 13 ans, 14 ans. Par exemple, je me souviens d'une de ces phrases où l'élève avait écrit « How about watching a movie ?» au lieu de « Why don't we watch a movie ?» Mais la différence de sens entre « How about watching a movie » et « Why don't we watch a movie » est très faible, voire inexistante. Dans le contexte, on va comprendre la même chose en entendant ces deux phrases. Mais Why don't we watch a movie se rapproche plus d'une structure de questions en japonais que les étudiants venaient juste d'étudier, et c'est ça que la prof attendait. Donc, moi personnellement, tant que la gamine est capable de faire une proposition du style « How about watching a movie ?», je trouve que ça mérite un encouragement, pas de lui signaler qu'elle a fait une erreur. C'est déjà super qu'elle ait pu écrire ça sans faire de faute, et que ça ait un sens dans le contexte. Cet exemple montre bien qu'on ne juge pas la capacité des élèves à communiquer dans une situation, mais qu'on veut les forcer à recracher mot pour mot le concept exact qu'ils ont appris dans le chapitre. Ça me rend folle et j'aimerais tellement pouvoir nuancer ces réponses noir-blanc et expliquer les subtilités des langues aux élèves,
Mais je ne peux pas à cause de la barrière linguistique et culturelle, parce qu'avec les profs japonais pour qui les choses sont assez noires et blanches, c'est pas évident, probablement à cause de la façon aussi dont ils et elles ont appris les langues et l'anglais en particulier. Pour deuxième raison, les élèves n'auraient probablement pas la patience de m'écouter. Et 3, les Japonais en général sont pas très à l'aise avec l'ambiguïté. Si les choses ne rentrent pas dans des cases claires et nettes, ça les rend perplexes et ça demande beaucoup d'explications et ils sont pas heureux. Donc, je me contente de faire ce que je peux et de négocier un point ici et là auprès de la prof quand elle me demande mon avis. Et le problème des tests, c'est que ça devient une fin en soi. Il faut apprendre la langue pour réussir le test, au lieu de motiver l'apprentissage par un besoin réel qui serait communiquer ou effectuer une tâche ou un projet. L'inconvénient de ça est que notre cerveau veut faire des économies d'énergie et d'espace. Donc, dans le meilleur des cas, il va apprendre ce qu'il faut pour réussir le test, et puis quand ce savoir ne sera plus nécessaire après le test, il va l'oublier. Comment notre cerveau sait-il que ce n'est plus nécessaire s'il n'y a pas de répétition ou de révision après l'échéance? C'est comme ça qu'il sait que c'est pas important si on ne le répète pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui apprends le français? Ça veut dire n'oublie pas de revoir les concepts et le vocabulaire régulièrement. Ne pense pas que parce que tu as étudié un domaine ou un concept, c'est acquis pour toujours. Le cerveau purge régulièrement les choses qu'il juge inutiles, donc c'est normal de devoir répéter plusieurs fois les mêmes choses. Alors, à ce sujet, oui, c'est normal de réviser les concepts, mais dans notre cas, avec mes élèves et dans le cadre du programme scolaire, les enfants font plus ou moins la même chose, avec quelques additions inutiles, et je vais t'expliquer pourquoi je pense comme ça, tous les ans, de la 5e année du primaire jusqu'à high school. Quand je regarde le livre des 3e années, souvent je me dis, mais attends, ça, ils l'ont étudié en première ou en 2e année. Comment ça se fait que c'est encore pas acquis à ce niveau-là en 3e année? Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans s'ils ont commencé au primaire qu'ils étudient ça. Et on en est toujours à des choses comme « I'm good at playing baseball ». À un moment donné, il y a un problème. Donc, en fait, c'est en écrivant ce podcast que je pense que je comprends peut-être ce qui se passe. J'avais pas réalisé ça avant, mais je me dis que ça a du sens. En fait, j'étais et je suis toujours choquée que les élèves répètent la même chose année après année. I like playing volleyball, I'm good at drawing pictures, I go to school, it's Monday, my brother likes music, what, when, how, etc. Mais maintenant, ça prend tout son sens. À la Skills Development Conference organisée pour les profs d'anglais japonais et les Assistant Language Teachers, on nous a dit que l'objectif est que les enfants aient le niveau A1 à la fin du Junior High School et A1, A2 à la fin du Senior High School. Et effectivement, les choses qu'on répète sans fin tous les ans correspondent au niveau A1. Très bien, ça se tient, c'est logique. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est tout le reste du manuel scolaire. Il y a des choses bien plus avancées sur lesquelles on ne passe pas assez de temps pour qu'il y ait une chance d'acquérir ces concepts et ces mots de vocabulaire. Mais ça prend du temps qu'on pourrait utiliser pour renforcer une réelle acquisition des concepts de base. Au lieu de leur expliquer des mots de vocabulaire comme fire extinguisher, landslide, rolling down a slope, etc. pour parler des désastres, on pourrait peut-être passer plus de temps à leur faire pratiquer comment communiquer dans une situation d'urgence avec les mots que tu connais. Et vraiment se concentrer sur ces basiques et sur l'action de communiquer plus que d'apprendre des mots qu'ils ont déjà oublié. Le test était la semaine dernière. Je suis sûre que si je leur demande « how to say fire extinguisher », que je ne sais même pas en japonais, ils auront oublié.
Maintenant que j'y pense, je crois que c'est encore une spécialité japonaise. Il y a la façade, donc le respect des règles à la lettre en théorie, éviter le conflit, etc. et ce qu'on fait en arrière. Quelles règles on peut ignorer, comment exprimer une chose négative sans vraiment le dire, etc. Donc la façade, c'est l'apparence du manuel scolaire et son contenu riche et valorisant, qui peut laisser penser à un œil extérieur que l'élève japonais étudie les mêmes choses que son homologue européen. La réalité, c'est qu'à part ces quelques concepts qui sont jugés fondamentaux, qui sont ceux qu'on répète tout le temps, le reste n'a pas d'importance. C'est juste une perte de temps et d'heures précieuses, et d'énergie des élèves. C'est peut-être comme ça dans d'autres pays aussi. On doit donner aux élèves et aux parents l'impression que les enfants avancent et développent certaines compétences, alors qu'on sait que c'est irréaliste. Résultat, ce sont les élèves qui en sont les victimes. Ça crée un décalage et une fausse perception. Les jeunes pensent que si c'est dans le manuel et dans le programme, ce sont des attentes légitimes et qu'ils et elles devraient être capables de le maîtriser. Que s'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ou elles sont insuffisants, stupides ou trop lents, ou qu'ils ne sont pas faits pour apprendre cette langue ou les langues en général. Alors que pas du tout, c'est juste qu'apprendre une langue prend énormément de temps et de ressources cérébrales. Et à l'école, tu dois étudier beaucoup d'autres sujets. Donc c'est normal que tu sois pas capable d'appliquer des concepts que tu vois rapidement une fois ou deux. Bien sûr, il y a toujours des élèves doués pour les langues qui apprennent plus vite, mais ce sont plutôt des exceptions. Ce qui m'amène à un autre point, l'apprentissage taille unique. One size fits all, en français, c'est taille unique. On sait maintenant très bien que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Chaque personne apprend d'une manière différente et donc il faudrait pouvoir adapter le processus pour améliorer l'efficacité auprès de chaque apprenant ou apprenante. Dans les discours, le ministère de l'Éducation et les écoles savent qu'il faudrait diversifier les méthodes d'apprentissage en fonction des profils des apprenants et pour inclure plus de supports différents comme des visuels, des audios, etc. Mais dans les faits, faute de moyens, faute de formation des profs et parce qu'on travaille avec des classes de 34 à 40 élèves, on reste sur des méthodes très traditionnelles. Par exemple, les composantes visuelles ou kinesthésiques, c'est-à-dire à base de mouvements, sont très peu présentes. Et ce que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que ici, les élèves ont quand même 4 heures d'anglais par semaine au niveau collège, donc au niveau junior high school. Ils ont 4 heures par semaine et on progresse pas en fait. Première année, deuxième année, troisième année, comme j'ai dit, on fait toujours la même chose. Et malgré les 4 heures par semaine investies dans le travail de l'anglais, on ne progresse que très peu. Donc il y a vraiment un problème. Et un des problèmes sur lequel je vais revenir, c'est le katakana English, dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Donc, je comprends que le recours à la prononciation katakana English permet d'être plus accessible aux petits-enfants et c'est un outil qui permet parfois d'attirer l'attention sur la façon d'écrire les mots. Par exemple, si on dit guddo atto, on sait qu'il y a un D et un T pour finir les mots. Mais bon, du coup, ça nous aide pas à savoir vraiment comment les écrire. Et puis, c'est pas de l'anglais, donc ça les handicape pour la compréhension orale. Par exemple, le son R et le son L se transcrivent avec le même caractère en japonais. Donc, ça les aide pas à différencier entre deux mots comme light et right. Évidemment, la complexité de l'orthographe anglaise comme en français ne nous aide pas. Et c'est un problème que je rencontre aussi avec mes élèves adultes, pour la plupart retraités du Community Center. Certains sont capables de s'exprimer plutôt bien, mais leur compréhension est très faible, notamment à cause de la déformation liée au katakana English. Ils ont appris l'anglais à partir de la prononciation japonisée. Chez les jeunes de junior high school, certains élèves sont capables d'imiter assez bien ce que je dis. Ils sont assez jeunes pour avoir un cerveau et des muscles plutôt plastiques pour la plupart, mais
parce que leur prof a tendance à accentuer la prononciation katakana English, ils développent de mauvaises habitudes au lieu de renforcer les bonnes choses qu'ils sont capables de produire. Je l'ai constaté plusieurs fois, un élève moyen, donc pas très bon ni très mauvais, qui parle assez spontanément va avoir une meilleure prononciation que quand il ou elle cherche à marquer chaque mot et à montrer qu'il sait parfaitement la grammaire. Il y a aussi le regard extérieur, et ça on le trouve beaucoup par exemple en France dans les classes d'anglais à l'école. Si on a un accent qui est trop bon, si on parle avec un accent un peu trop anglais, parfois les autres élèves se moquent de nous parce que, comme on dit, on se la pète, on frime, on veut faire comme si on était meilleur que les autres. Donc c'est pas toujours valorisé par nos pairs d'avoir une bonne prononciation. Donc c'est aussi un facteur qui peut freiner la progression des élèves dans la prononciation et la compréhension. Et régulièrement, on peut constater une vraie volonté des élèves de montrer qu'ils savent très bien la grammaire et donc d'insister sur certains sons, guddo, atto, his, qui ne devraient pas l'être, mais ils veulent montrer qu'ils suivent bien les consignes. Et une explication pour ça, je pense que c'est à rapprocher du défaut que j'ai mentionné à propos des tests qui reposent sur la traduction. L'emphase est vraiment mise sur le 100% grammaticalement correct. Donc ici, je pense qu'il y a un débat idéologique et je dis pas que j'ai la bonne réponse, mais il faudrait sans doute trouver un équilibre. C'est la même chose avec l'apprentissage du français. À trop insister sur le 100% correct, c'est comme ça qu'on reste bloqué au niveau A1, A2 et qu'on peut rencontrer un manque de motivation. Parler correctement a une image plus prestigieuse. Mais ça nous aide pas forcément au quotidien parce que souvent, notre attitude et la confiance qu'on dégage a plus d'impact sur la perception que notre interlocuteur a de nous. Donc si on se focalise sur notre peur de faire des erreurs, on va pas envoyer une image de confiance et on sera plus facilement victime de jugement. Alors que si on avance malgré les erreurs, qu'on apprend à parler de plus en plus, ça va permettre de pouvoir se débrouiller dans plus de situations et d'accéder progressivement à plus de ressources, à plus d'expositions. Et ensuite, on peut revenir sur certains points pour corriger une chose à la fois et se perfectionner petit à petit. Chaque prof va avoir ses préférences en matière d'erreurs acceptables ou non, donc ne prenez pas l'avis d'une seule personne comme une référence. Au Japon, et je crois dans beaucoup d'écoles dans le monde, le focus sur la correction grammaticale empêche les élèves de se sentir à l'aise et d'avoir envie d'essayer. On leur met dans la tête que s'ils ne disent pas les choses exactement comme c'est écrit, ça ne fonctionnera pas. Et si on ne leur dit pas la phrase exactement comme ils l'ont apprise, ils ne comprennent pas. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les gens n'utilisent pas les phrases des manuels scolaires. Ou alors ils peuvent, mais parfois ils changent des mots. Et en fait, moi aussi, j'ai été un peu victime de ça quand, avec certains élèves special needs, donc qui ont un plus petit groupe, ils sont 4 ou 5, et ils parlent vraiment pas du tout anglais, donc j'essaye de me débrouiller en japonais pour leur expliquer des trucs. Et parfois, ils se sont moqués de moi parce que j'employais pas le bon mot ou ma phrase était un petit peu bizarre. Et la prof a dû leur dire « Non mais les gars, calmez-vous là, on la comprend. On comprend ce qu'elle veut dire, donc arrêtez de vous moquer d'elle. » Et donc j'espère ils ont arrêté d'ailleurs, ils font plus trop ça. Donc j'espère qu'ils ont compris que c'est ça aussi qu'on veut en anglais. C'est que essayez de vous débrouiller, essayez de faire des phrases, mais si on vous comprend, même si c'est pas exact à 100%, c'est ça le plus important en fait. Donc voilà, j'espère que ça va changer un peu leur perception des choses. Et si déjà ils apprennent ne serait-ce que ça dans mon cours, c'est déjà beaucoup. Donc ce point, ça m'amène à comment l'apprentissage des langues à l'école peut diminuer notre confiance en nous ou nous empêcher de développer une confiance dans la langue étrangère malgré les erreurs. En plus, à l'adolescence, on est à un âge où on se sent jugé et souvent inadéquat. Un âge où on veut à la fois affirmer notre personnalité et appartenir à un groupe. Donc mettre l'emphase sur les erreurs lors des tests, c'est encourager les élèves à se refermer comme une huître et à ne pas prendre de risques.
c'est un apprentissage qu'on doit faire à l'âge adulte, apprendre à accepter les erreurs et à prendre des risques. Donc on a perdu quelques années dans ce processus-là. Et dans le pire des cas, on peut rencontrer des profs qui nous font des réflexions désagréables du style « vous avez une mauvaise prononciation » ou « vous n'êtes pas doué pour les langues »,« qu'est-ce que vous êtes lent », ce genre de choses, et ça va nous marquer pour très longtemps. Les personnes qui ont rencontré ce genre de situation bénéficient en général de travailler avec un ou une coach parce que la relation est différente d'une relation traditionnelle avec un ou une prof et radicalement différente de ces situations négatives que j'ai évoquées. Si tu te reconnais dans cette problématique de manque de confiance ou de traumatisme et d'insécurité liés à la langue française, tu peux me contacter et je te mettrai en relation avec une coach de mon équipe. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. C'est pas une liste exhaustive, mais à mon avis, ce sont des points principaux qui expliquent pourquoi on n'est pas capable de parler une langue même après des années d'études au primaire et au secondaire. Si je devais isoler un facteur qui sous-tend tous ces problèmes, c'est que les programmes scolaires sous-estiment les changements qui doivent s'effectuer dans le cerveau pour apprendre et maîtriser une langue étrangère. Et le temps que ça prend quand on n'est pas en immersion et quand on avance en âge. C'est déjà plus difficile d'apprendre à 16-18 ans qu'à 6-7 ans. Et je ne parle même pas à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Les choses ne deviennent pas plus faciles, mais plus tu parles de langue et plus tu développes des bons mécanismes d'apprentissage et une confiance en toi pour oser parler malgré les erreurs. Donc l'apprentissage, on devient meilleur à apprendre, mais apprendre une langue devient plus difficile parce que le cerveau est de moins en moins plastique, surtout quand on ne l'entraîne pas régulièrement. Donc à l'école, non seulement ces efforts sont sous-estimés, mais en plus on crée de fausses attentes en faisant croire que les élèves devraient être capables de réaliser certaines tâches, alors qu'on ne leur donne pas les moyens d'atteindre ces objectifs. Le focus sur la préparation au test est aussi un obstacle qui empêche de développer les capacités de communication réelles. Là où je bloque par contre et où je dois nuancer, c'est que, pour l'instant en tout cas, s'il n'y a pas de test, les élèves ont tendance à ne pas travailler. Dans le système actuel, c'est comme ça que ça marche. Mais comme j'ai dit, cet apprentissage ne dure que jusqu'à ce que le test soit passé. Donc au final, c'est majoritairement une perte de temps, pour répondre à la question que j'ai posée en titre du podcast. La grande question est donc, et là je t'invite à noter ce qu'on appelle l'ouverture du sujet, donc c'est ce qu'on te demande de faire au DALF C1, C2, c'est que tu as posé une question dans ton introduction, tu as produit une réponse nuancée, et cette réflexion t'amène à ouvrir le débat sur une question un peu différente et plus profonde que ta question de base dans l'introduction. Donc aujourd'hui, ma grande question et mon ouverture du sujet, c'est comment motiver les élèves à faire les efforts requis et leur donner les moyens d'acquérir la langue étrangère à l'école et non de l'apprendre juste pour les tests, ce qui est une condition sine qua non d'un apprentissage durable. Alors, l'école japonaise s'est quand même modernisée, contrairement à l'image qu'on en a. Dans mon école, en tout cas, le principal et la plupart des profs essayent d'encourager les élèves à réfléchir sur leur style de vie. Par exemple, est-ce que je me couche assez tôt? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je prends soin de ma santé mentale? Est-ce que je fais les efforts nécessaires pour réussir académiquement? Comment j'auto-évalue ma performance dans telle ou telle tâche? Est-ce que je collabore avec mes camarades, etc. Ça démontre une certaine volonté d'autonomiser et responsabiliser les adolescents. Par contre, tout le reste de l'école est organisé à contre-courant de ça. Les cours, les tests, les nombreuses règles qu'il faut suivre à la lettre jusqu'à la longueur des cheveux et de la frange pour les filles, leur démarche n'est pas assumée jusqu'au bout et au final, les élèves restent assez passifs en attendant qu'on leur dise quoi faire. Ou bien ils ou elles, mais c'est plus rare, se rebellent contre le système. J'imagine que certaines écoles progressistes, aux approches innovantes et alternatives et avec des moyens, ont des idées pour répondre à cette problématique de trouver un équilibre entre responsabiliser,
mais aussi poser un cadre à ces adolescents qui doivent apprendre à bien vivre en société. Si jamais tu travailles ou as étudié dans une école où l'enseignement des langues était efficace, écris-moi pour me dire à quoi ça ressemble, je suis curieuse. Et si l'apprentissage des langues et la découverte de soi à travers ce processus t'intéressent, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir régulièrement des emails pour te motiver, te faire réfléchir et t'informer de l'actualité de My Polyglot Life en français. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt, ciao ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.